Le contenu maintenant, allons-y, et notamment mardi, ce sera cette grande émission sur TF1 avec Emmanuel Macron et notamment les annonces possibles sur des référendums. Vous avez dit des différences avec le RN pour vous et avec une partie de la droite, c'est que vous assumez une politique, disons, libérale. Est-ce que ça peut être un objet de référendum pour vous ? Alors, c'est vrai qu'en France, on est tellement baigné dans le socialisme que dès qu'on dit qu'il faut arrêter d'être le peuple le plus taxé du monde, on est tout de suite libéral. Moi, je pense que c'est du bon sens. Dire qu'on a les dépenses publiques, sociales les plus élevées du monde et qu'il faudrait peut-être arrêter parce qu'on n'a jamais réussi à prouver que c'était un gage de croissance économique, je pense que c'est du bon sens. Dire que c'est anormal qu'on paye chaque année 1300 milliards d'euros d'impôts, c'est-à-dire, juste pour que les gens comprennent, c'est qu'à la fin de notre entretien, Darius Rochebin, les Français auront payé 50 millions d'euros d'impôts. C'est de la folie. On a 1000 milliards d'euros de dettes. C'est aussi pour ça que les gens payent des impôts. Il faut l'avoir en tête. 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Pour vous donner juste un chiffre que je trouve frappant, si Bruno Le Maire voulait rembourser la dette qu'il a causée, les 1000 milliards, il devrait faire la plonge pendant 62 millions d'années. Juste pour vous donner un ordre de grandeur. Qu'il l'a causé, vous savez bien, on va pas refaire tout ce débat, mais que le Covid a causé, que tant de choses ont causé. C'est pas Bruno Le Maire, le pauvre. Ils promettaient, tous deux, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, de réussir à réduire la dette et notre dépendance à l'égard de l'étranger, puisqu'elle est aussi beaucoup détenue par l'étranger. Et regardez le résultat aujourd'hui, 3400 milliards d'euros de dette. Une explosion chaque année. À ce compte-là, Sarah, vous savez combien les gouvernements successifs ont échoué. Donc, au fond, si effectivement il y a un objet de référendum où le peuple français pourrait dire « nous sommes prêts effectivement à mettre un cran d'arrêt à cette espèce de dérive », ce serait quoi ? Alors, sur le référendum, d'une part, bien sûr, je vous dirais l'immigration. Maintenant, si on regarde vraiment sur la partie des finances publiques, je pense qu'il faut réussir à avoir un mandat très clair sur la baisse des dépenses publiques. C'est vraiment l'éléphant dans la pièce, celui dont personne ne parle, à savoir, il faut enfin baisser les dépenses. Quand j'entends cette fameuse droite de gouvernement qui nous dit que pour réussir à baisser les déficits publics, il faudrait augmenter les impôts, mais moi je me dis c'est quand même fou qu'on ait le choix en France que entre des socialistes de gauche et des socialistes de droite. Un vote sur le frein à l'endettement, vous savez que ça existe dans certains pays où les peuples votent, parfois c'est le Parlement, parfois c'est un vote populaire, sur vraiment une interdiction de dépasser un certain endettement. Oui, je pense que ce serait une bonne idée, une fameuse règle d'or. On n'a pas voté un budget à l'équilibre en France depuis 1974, ça remonte et ça explique notre dette. Je pense qu'il faudrait demander aux Français, je disais, un mandat clair, c'est-à-dire pour enfin arrêter avec ces blocages administratifs, ces blocages politiciens de gens qui ne veulent pas remettre en cause la dépense, il faudrait demander aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'au lieu qu'on arrête de vous demander des efforts fiscaux, de travailler plus parfois alors que ça n'est pas à vous de faire un effort, est-ce que vous préférez arrêter de payer 4 milliards d'euros pour l'audiovisuel public par exemple? Est-ce qu'à l'heure du divertissement de masse partout sur Internet gratuit, vous voulez continuer de payer avec vos impôts pour les humoristes de gauche de France Inter qui vous insultent? Est-ce que vous trouvez normal de payer sur votre feuille de salaire 4% tous les mois pour donner à la fin 7 milliards d'euros à France Travail, alors que aujourd'hui, une très très faible minorité trouve un emploi grâce à France Travail, 12% d'après l'INSEE plus précisément. À l'heure où vous trouvez un emploi sur LinkedIn, sur toutes les agences d'intérim, est-ce que vous voulez continuer de donner 7 milliards d'euros à France Travail? On pourrait continuer. Est-ce que vous voulez continuer de donner 23 milliards d'euros de subventions aux associations? Est-ce que vous voulez continuer de dilapider 16 milliards d'euros d'aide publique au développement à une myriade de pays étrangers? Moi, je connais la réponse. Bien, tous les exemples que vous avez cités, on est d'accord ou non avec vous, mais enfin, ce sont des milliards. Je ne dirais pas que c'est peu de choses, mais par rapport à l'immensité de l'aide sociale, vous savez très bien que c'est là l'État-providence, l'État social français qui coûte. C'est pas les exemples que vous avez donnés. Est-ce que là, vous aurez le courage de dire on sera moins social? Parce que c'est ça. Bien sûr. Alors, être moins social, vous assumez ça? Alors, on peut y aller sur le social. Je réponds juste sur ça. Vous savez peut-être que François Bayrou cherche désespérément 40 milliards d'euros. En même pas 30 secondes, je vous les ai déjà donnés, ces 40 milliards. Donc, ça n'est pas une goutte d'eau. Ça n'est pas rien du tout. Et je pense qu'avec cette mentalité c'est 1 milliard, c'est pas grand-chose, on est arrivé là où on est. Je me souviens de Dominique Strauss-Kahn qui disait sur un plateau télé 20 millions de francs ou d'euros, je sais plus à quelle époque il disait ça, 20 millions, c'est pas, pour l'État, c'est de l'argent de poche. Cette mentalité socialiste nous a menés là où nous sommes. 1 milliard d'euros, c'est énorme, c'est colossal, c'est vraiment colossal. Donc, trouver à ce point de milliards dans la dépense, dans les gabegies, on peut le faire. Sur le social, demandons aux Français, par exemple, s'ils veulent continuer de donner 20 milliards d'euros par an pour des prestations non contributives aux étrangers. Et quand je dis étrangers, je ne dis pas français d'origine immigrée, mais des étrangers. Ça, c'est une aberration dans le monde. Vous ne trouverez pas d'autres pays qui dépensent autant pour des gens qu'il a accueillis sur son sol et qui étaient donc censés rapporter quelque chose au pays. Vous regardez la Suisse, à partir de 6 mois de chômage, vous êtes renvoyé du pays. Vous regardez les États-Unis, quand vous obtenez votre green card, si vous passez 3 semaines, vous êtes par exemple viré de votre boîte ou vous voulez changer d'emploi mais vous n'en trouvez pas, ils vous disent au revoir, vous rentrez maintenant chez vous puisque vous n'apportez plus rien économiquement.
Et nous, au lieu de dire ça, on dépense 20 milliards d'euros qu'on prend dans la poche des Français pour les donner à des étrangers. Je pense connaître la réponse à ce référendum. Au-delà de ça, quelle est la révolution, disons, conservatrice que vous espérez? On va parler dans un instant du rôle de Trump, et notamment qui est en train d'évoluer vis-à-vis de l'Europe. Il sera intéressant d'avoir aussi votre regard sur la partie, disons, internationale. Mais quand on voit ce que dit Trump sur la migration, Vance, son vice-président, sur les mœurs, sur l'Europe, certains disent on est entré dans une contre-révolution, appelons-la comme on voudra, réactionnaire, de droite, conservatrice. Quel mot vous utilisez, vous ? Révolution, je pense que ça peut faire l'affaire. En tout cas, je crois qu'on est en train de mettre un coup d'arrêt à un modèle que les peuples rejetaient en masse. La première question que je Lequel me pose... C'est quoi ce modèle d'après vous? Alors, je vais essayer de le décrire. La première question que je me pose et que je pense les Français se posent, c'est est-ce que c'est possible finalement de changer quoi que ce soit? Avant même de savoir comment on l'appelle, est-ce que Trump c'est bien, est-ce qu'un tel c'est mieux, etc. Est-ce que c'est possible de changer quoi que ce soit? Et je pense qu'en France, on est victime d'un grand fatalisme, malheureusement. C'est-à-dire qu'on est sorti du déni, mais maintenant on se dit en fait nos problèmes sont tellement graves qu'on n'y arrivera jamais. Je vous prends un exemple, l'économie. On vient d'en parler. On se dit on est tombé tellement bas qu'on n'y arrivera pas. Et puis on regarde ce qui se passe ailleurs. On regarde Milei en Argentine. Fantastique. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au vert, il a jugulé l'inflation, il est en train de réduire la pauvreté, la croissance explose. À la tronçonneuse, avec des sacrifices sociaux énormes. Oui, ouais. Si c'était le cas, faudra-t-il les assumer ici? Et pourtant, le taux de pauvreté baisse. Vous vous rendez compte de ce qu'on a mis dans la tête des gens? On leur a fait croire que grâce à l'État, ils s'enrichissaient. Et vous avez un homme qui arrive avec sa tronçonneuse et il y a moins de pauvres qu'auparavant. C'est quand même fantastique comme laboratoire. Même le FMI dit que c'est un modèle aujourd'hui. Il y a eu une phrase d'ailleurs savoureuse de Milei qui dit « Vous savez quelle est la différence entre un fou et un génie? Le succès ». On le prenait pour un fou et aujourd'hui les gens se disent... Ça veut dire quoi? Que votre famille, selon vous, c'est quoi? C'est Milei, c'est Trump, c'est Vance? Moi, ce sont des cousins pour vous? Je regarde ce qu'il y a de bien partout, je regarde évidemment Mélanie, je regarde ce qui se fait de bien partout. Si on parle de sécurité, on a dit sur l'économie, on regarde un pays où c'est possible. C'est possible rapidement, en un an de pouvoir. Sur la sécurité, on se dit on est tombé tellement bas, on voit cette affaire atroce du rodéo urbain, ce jeune homme qui vient cracher sur sa victime qui est entre la vie et la mort, ce pauvre pompier, et on se dit on est tombé tellement bas, il y a une telle sauvagerie qu'on n'y arrivera jamais. On n'arrivera jamais à relever le pays, se disent certains. Et pourtant, là encore, vous regardez un autre laboratoire, bon, toujours en Amérique latine il se trouve, vous regardez Nayib Bukele au Salvador. Et vous voyez cet homme qui prend le pouvoir à 37 ans, qui arrive dans un pays qui est le pays le plus dangereux du monde selon tous les critères. Taux d'homicide le plus élevé du monde. Et puis, 3 ans plus tard, ça devient le pays le plus sûr de tout l'hémisphère occidental. Plus sûr que le Canada en 3 ans. Quelle technique ? Il a enfermé tout simplement les criminels. Donc il a enfermé des milliers de criminels et il a libéré des millions de Salvadoriens. Vous ne citez pas d'exemple européen, c'est curieux, pourquoi pas? Je vous ai dit Mélanie. Mélanie, c'est un exemple pour vous? C'est absolument, c'est un exemple. Alors là, vous voyez pareil, une femme dont on disait qu'elle était radicale, on l'insultait de tous les noms, elle était fasciste, etc. Et puis aujourd'hui, quand vous regardez la presse mainstream, c'est la femme forte de l'Europe. Moi, j'y crois à ça. Moi, je me dis finalement, la diabolisation, ça existe avant qu'on prenne le pouvoir. Et puis, quand on arrive au pouvoir, les gens s'aperçoivent qu'il y a du succès, l'économie repart, la criminalité baisse. Et puis, voilà, le lendemain, les gens se disent, en fait, c'est ça qu'il nous faut.